Alors, est-ce que les nouvelles sont bonnes? Un sondage commandé par la ville révèle des attentes sur la sécurité. La sécurité. Ok. Nous sommes derrière Mélenchon. Le programme, notre boussole. Tovarich. Ah non, on peut plus le dire, c'est du russe. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que, comme vous, je suis absolument attaché à la presse française, qui est libre, indépendante de tout pouvoir et d'une neutralité et d'une déontologie parfaite. Bref, alors pourquoi commencer cette vidéo par un journal? Parce que la presse, parce que les informations, qu'elles soient plus ou moins libres ou liées à un État, en réalité, c'est déjà une forme de propagande. Dans mes vidéos concernant l'Ukraine, que vous avez été nombreux à suivre, je parle souvent de propagande de l'Est, propagande de l'Ouest avec un grand point d'interrogation, neutralité de l'info, soft power russe, soft power américain. Alors, j'ai décidé de faire une série de petites vidéos pour vous expliquer ce qu'est vraiment la propagande et le soft power. Alors comme d'habitude, quand on veut étudier un sujet en profondeur, on démarre par le début, par la source. Qui sont les premiers propagateurs et inventeurs de la propagande? Eh bien, selon moi, il y en a trois principaux. Un Allemand, Willy Munzenberg, un Américain, Henry Ford, et enfin, un Allemand nazi, Joseph Goebbels. Une fois posées les bases de ce qu'a été la propagande au XXe siècle, on va arriver à notre époque. Et pour étayer mon sujet, je ferai une petite vidéo dans les parenthèses pour vous montrer quelques exemples de ce que pourrait être la propagande de l'Est ou de l'Ouest, point d'interrogation, concernant la guerre en Ukraine. Et notamment concernant le problème des armements interdits par la Convention de Genève, utilisés par les Russes, et la présence, grand point d'interrogation, de troupes néo-nazis et de mouvements du même ordre en Ukraine. Eh bien, si tout cela vous intéresse, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes. Alors aujourd'hui, on va revenir au début de notre cher XXe siècle. Un siècle tout en bruit et en fureur. Fureur, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, malheureusement. Et pour vous parler de la propagande, je vais commencer par un illustre inconnu. Illustre certes, inconnu aussi. Parce que pour trouver son nom et pour comprendre son œuvre, il faut se lever de bonne heure. Et pourtant, vous allez constater que il semblerait, je mets toutes les circonvolutions politiquement correctes possibles, que les 4 principes qu'il a dégagés soient largement appliqués aujourd'hui au niveau de nos gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, et au niveau de notre chère presse française. Alors comme vous le savez, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai besoin de vous. Sans vous, je ne suis rien. Commençons par une définition de la propagande. La propagande, c'est quoi? C'est une action exercée sur l'opinion, sur une population, pour influencer cette opinion, convaincre dans un sens. Alors évidemment, la propagande sert toujours une idéologie, consciente ou inconsciente. Parfois, ça semble extrêmement clair. Par exemple, la propagande en faveur du régime de l'Union soviétique, la propagande communiste du régime, servie par la Pravda, par exemple, Vérité en russe, qui était le principal journal d'information du régime russe de Moscou. Évidemment, la propagande aussi du Troisième Reich. Mais parfois, il peut y avoir une espèce de propagande rampante pour non pas une idéologie, mais une certaine doxa, une certaine façon pour des gouvernements démocratiquement élus de guider un peuple vers une direction. On en reparlera plus tard. Alors, parmi les synonymes de la propagande, il y a l'endoctrinement, le prosélytisme, la persuasion et des mots un peu moins forts, l'intoxication et la publicité. Et oui, la publicité, c'est aussi de la propagande. Comme vous allez le découvrir dans la deuxième vidéo de cette série consacrée à Henry Ford. Mais on ne peut pas parler de propagande sans parler de Willy Munzenberg.
Alors là, attention, c'est du lourd, parce que ce que je vais vous apprendre, et qui est tout à fait vérifiable, concerne un personnage qui a joué un très grand rôle dans le parti communiste bolchevique russe au début du XXe siècle. Et c'est un personnage que l'on n'évoque pas du tout. Tout le monde connaît Henry Ford ou Joseph Goebbels, mais Willy Munzenberg, parce que c'est son nom, personne ne l'évoque. Ni à la télévision, ni dans des livres, aucun historien n'en parle, à ma connaissance. J'ai appris son existence par une personne du net que je ne nommerai pas ici. Alors Willy Munzenberg, c'est qui? Il est né le 14 août 1889 en Allemagne et il est mort, d'après ce que l'on croit savoir, après le 22 juin 1940. Très tôt, il va s'intéresser à la politique et il va vouloir défendre les classes ouvrières, car il vient lui-même d'un milieu extrêmement modeste. Alors, lorsqu'il y aura scission à la deuxième internationale, il me semble, entre le parti communiste et le parti socialiste, il va choisir le parti communiste. Et il va quitter le SPD, donc le parti socialiste allemand, pour rejoindre les communistes. Et il y jouera un très grand rôle. Donc il s'agit de l'internationale de 1914. Évidemment, en 1914, il refuse de rejoindre l'armée allemande. Et il va trouver asile en Suisse, où il va continuer son prosélytisme communiste. Il sera d'ailleurs un activiste communiste si important qu'il sera exilé de Suisse en Allemagne en 1917. En 1918, il va fonder le Parti communiste allemand et il va devenir également le chef de l'Internationale de la jeunesse communiste. C'est une organisation qui appartient au Comintern. Alors le Comintern, c'est quoi? Tout simplement, c'est le mouvement que les communistes russes ont créé pour justement influencer le monde entier avec les idées communistes, pour répandre le communisme dans toutes les classes populaires et ouvrières de tous les pays. C'est évidemment le but de l'internationale communiste, que le monde devienne communiste. Et il est délégué de la deuxième internationale à partir de 1920. Il va donc rejoindre Moscou, où le camarade Lénine va reconnaître sa grande valeur intellectuelle et va décider d'en faire son chef de la propagande. Car évidemment, le Parti communiste, qui n'est au début qu'un tout petit groupuscule politique, les bolcheviks, c'est-à-dire en russe les majoritaires, donc ce petit groupuscule ne peut agir que par la violence pour entraîner avec lui les populations plus ou moins rétives à ses discours. Mais la violence ne suffit pas. Gouverner par la peur n'est pas toujours un bon moyen. Alors les communistes, et Lénine à leur tête, Lénine, un homme extrêmement intelligent, va se servir de Willy Munzenberg pour en faire le propagateur de la bonne parole communiste russe. Et donc Willy va se mettre à la tâche et il va créer tout un corpus de doctrines de propagande qui va être utilisé par tous les partis communistes du monde jusqu'à aujourd'hui, enfin là où ils existent encore. Alors par exemple, en Allemagne, puisque Willy fait la navette entre Moscou et Berlin, en Allemagne, Willy va créer plusieurs journaux qui vont diffuser la bonne parole communiste dans l'Allemagne vaincue, la Première Guerre mondiale. Willy a une stratégie, c'est de manipuler les intellectuels. Il veut les gagner à la cause du communisme afin que ces intellectuels puissent transmettre la bonne parole du camarade Lénine parmi tous les cercles influents, scientifiques et littéraires du pays. C'est exactement ce qui va se passer dans la France des années 1950, avec des personnages hauts en couleur tels que Simone de Beauvoir ou Sartre. Et il va développer des espèces d'axiomes, des vérités qu'on pourrait presque dire révélées. Parce qu'à ce niveau-là, le communisme devient presque une religion, la religion du bien, pour le bien-être de l'humanité. Exemple, alors que les mouvements fascistes commencent à monter en Allemagne et ailleurs en Europe dans l'entre-deux-guerres, Willy Munzenberg décide que la seule alternative au fascisme naissant qui menace la paix est le communisme, excite tous les partis modérés, de gauche ou de droite et du centre. Et il y a aussi un autre axiome, c'est que toute opinion qui accompagne le communisme et ses idées ne peut être que fondée sur l'honnêteté et la vérité. Le communisme, c'est la vérité. D'où le nom plus tard du célèbre organe de propagande russe, la Pravda, la vérité. N'oubliez jamais ça, camarades. Le communisme, c'est la vérité. Et là,
on voit se dessiner quelque chose que l'on pourrait appeler le camp du bien. Le communisme devient le camp du bien. Et tous ceux qui s'y opposent, fascistes évidemment, ou même démocrates, qui luttent simplement pour un gouvernement un peu moins rugueux que celui des soviets, deviennent automatiquement le camp du mal. Alors, Willy a joué un très beau coup psychologique au moment de l'incendie du Reichstag. Alors, comme d'habitude, je parle trop. Je pensais faire la première partie de cette série sur la propagande en une fois, c'est-à-dire concernant notre ami le camarade Munzenberg, mais je m'aperçois qu'il y a trop à dire. Donc je m'interromps ici et je fais une deuxième partie sur Munzenberg avant d'aborder la troisième partie concernant Henry Ford. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Si c'est le cas, vous savez comment me remercier en vous abonnant, en likant et en partageant. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Et comme vous savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.